C'est l'heure du second débat de ce sens public, volontairement décalé de l'actualité du jour, direction l'Argentine pour faire le bilan des 2 premières années de pouvoir de Javier Milei qui vient de remporter les élections de mi-mandat. L'homme à la tronçonneuse est-il en train de réussir son pari? Aurait-il sombré sans les dollars de l'Amérique de Donald Trump? Avant d'en débattre, le rappel de cette victoire surprise aux législatives avec Flora Sauvage. À Buenos Aires, les partisans du président argentin exultent. Dimanche 26 octobre, Javier Milei, le leader d'extrême droite, a largement remporté les élections législatives de mi-mandat, visant à renouveler une partie des députés et des sénateurs, contrairement à ce qu'annonçaient les sondages. Aujourd'hui a clairement été une journée historique pour l'Argentine. Le peuple argentin a décidé de laisser derrière lui 100 ans de déclin et de persévérer sur la voie de la liberté, du progrès et de la croissance. Nous avons atteint un point de bascule. Désormais commence la construction d'une Argentine forte. Après bientôt 2 ans d'une cure d'austérité, licenciement de 33 000 fonctionnaires et baisse de 38% des dépenses de l'État, les Argentins ont donné à Javier Milei un soutien sans appel. Il est très important d'encourager Milei, le président, à apporter les changements nécessaires dans ce pays qui, depuis 20 ans, est en déclin constant. Il est difficile d'avoir beaucoup d'espoir, mais bon, j'espère que les choses s'amélioreront, que tous les politiciens se mettront sérieusement au travail, qu'ils penseront au pays et non à leur ego et à leur portefeuille. C'est important. Malgré une inflation encore très élevée, les Argentins ont voulu soutenir, à travers leur vote, la politique réformiste de Javier Milei. Ce fut un vote de confiance envers le gouvernement. Malgré tous les problèmes que Milei a rencontrés au cours de ces 6 derniers mois, problèmes économiques, style de leadership, cas de corruption, mais ce qui a finalement joué, c'est en partie une peur que le kirchnerisme puisse gagner. La victoire de Javier Milei à ces élections de mi-mandat s'explique aussi par la peur d'une majorité des Argentins de voir revenir au pouvoir les partisans de l'ex-présidente de centre-gauche, Cristina Kirchner. Javier Milei peut-il réussir? On en débat avec Maricel Rodriguez Blanco. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris. Gaspard Estrada, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes politologue, membre de l'unité Sud Global à la London School of Economics. Nicolas Wenzel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes professeur d'économie à l'Universidad de Las Esperides, pardon pour mon accent, et chercheur à l'American Institute for Economic Research. Et Jonathan Boucher-Petersen, éditorialiste à Libération et pour Sens Public, est resté à mes côtés. Question assez générale sur cette victoire aux élections de mi-mandat. Une partie des sièges des 2 chambres, c'est ça, était renouvelée. Maricel Rodriguez Blanco, est-ce que vous avez été surprise, tout simplement? Et il y avait des raisons de surprise, en effet, puisque Milei venait d'une année assez difficile économiquement, avec beaucoup de revers, notamment un revers électoral lors des élections dans la province de Buenos Aires, qu'il a perdu contre son candidat opposant, Axel Kicillof. Du kirchnerisme. Revers aussi, puisqu'il avait souffert un certain nombre de crises ou d'affaires, notamment une affaire de corruption qui touchait son entourage proche, notamment sa sœur, Karina Milei. Et revers également, puisque le bilan social, en fait, en Argentine, est un bilan négatif, un bilan qui montrait donc, une partie de la population, en tout cas, déçue du gouvernement, une partie de la population qui n'était pas si convaincue que ça avec son projet économique, même si l'inflation, certainement, elle avait baissé. Il y avait quand même un solde négatif, des entreprises qui ferment. On y reviendra en détail de tout ça, mais plutôt une surprise quand même, avec une contestation interne aussi, Gaspard Estrada, parce qu'il faut expliquer qu'il y a une coalition. Alors on va pas, ce débat il nous intéresse beaucoup parce qu'en miroir on va voir qu'il y a pas mal de politiques français qui voudraient s'inspirer de ce que fait Javier Milei. Ça pose la question de la place de l'État, des coupes dans les budgets étatiques. Tout ça évidemment va faire partie de notre débat, mais peut-être un mot quand même de politique intérieure argentine. Gaspard Estrada, il était contesté par certains de ses ministres en interne, c'est ça? Oui, en effet, il y avait une certaine fébrilité à la tête de l'État argentin. Quelques jours avant le scrutin, le ministre des Affaires étrangères a démissionné. Et il y avait un sentiment de tension dans l'entourage de Javier Milei, d'autant plus que les mauvaises
nouvelles économiques s'accumulaient. Certes, il y avait eu un soutien affiché très important de la part des États-Unis et du secrétaire au Trésor quelques semaines avant ce vote, mais on voyait bien que les indicateurs économiques se dégradaient et cela traduisait une certaine forme de fébrilité. Oui. Alors, est-ce que vous parlez, Nicolas Wenzel, d'échec ou de succès économique de Javier Milei? Plutôt de succès économique, mais c'est un succès économique en 22 mois peut-être, après une quinzaine d'années de renaissance péroniste et une centaine d'années de péronisme. Donc nous parlons quand même d'un Milei qui a hérité d'une inflation de 300% par an, et une inflation qui est tombée en moins de 2 ans à 27%. Nous parlons d'un Javier Milei qui a hérité d'un taux de pauvreté de 45%, qui est monté un petit peu, c'est ce qui se passe toujours avec l'austérité, mais qui est retombé à 31% maintenant. Et donc, Javier Milei avait promis de l'austérité, mais il a déjà connu beaucoup de résultats positifs. Alors, on voit que vous n'êtes pas d'accord sur le bilan économique, mais on aura vraiment, nos débats, ils durent 3/4 d'heure, on aura le temps de réentendre vos arguments aux uns et aux autres. En tout cas, on va entendre Javier Milei qui célèbre son succès. C'était au lendemain de sa victoire, 27 octobre. Au cours des 2 prochaines années, nous devons consolider la voie réformiste que nous avons empruntée afin de tourner définitivement la page dans l'histoire argentine. Nous nous concentrons désormais sur la mise en œuvre des réformes dont l'Argentine a besoin pour consolider sa croissance et son essor définitif afin que le pays redevienne une grande nation. Car une chose est claire aujourd'hui, 2 Argentins sur 3 ne veulent pas revenir au passé. Et ce n'est pas tout, nous avons gagné avec 14 points d'avance. Et on rejoint en duplex François-Xavier Freland, qui est journaliste, écrivain, réalisateur d'un documentaire diffusé sur notre antenne, Javier Milei, le président à la tronçonneuse. Bonsoir, vous êtes avec nous en duplex d'Argentine, vous êtes sur place. Je reviens à cette victoire, on vient de voir Javier Milei. Est-ce que lui aussi a été en partie surpris par cette victoire, peut-être par l'ampleur de cette victoire ? Oui, sincèrement, je pense qu'il a lui-même été surpris parce qu'il n'aurait pas fait cette campagne comme il l'a faite, une campagne où il a tout donné pendant les 15 derniers jours. On l'a vu remplir des stades, faire des concerts, chanter, aller vers les jeunes. Il est clair que son gouvernement, son entourage était un petit peu fébrile. Vous avez expliqué les raisons, quelques affaires autour, une économie encore fragile, même si les résultats sont plutôt positifs, contrairement à ce que j'ai pu entendre, avec aussi, faut pas le nier, une certaine guerre médiatique en Argentine entre les pour et les contre. Beaucoup de contre, notamment dans les médias locaux, qui ont parfois un petit peu, je dirais, exagéré ces faiblesses du président Milei, en le caricaturant aussi, toujours ce côté un peu fou, locaux, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Argentine a voté pour lui, en tout cas les Argentins ont voté pour lui parce que, et je crois qu'un de vos invités l'a dit, parce qu'il ne voulait plus du kirchnerisme. Et je crois que ça c'est très important. C'est un retour du passé. Et il est allé aussi chercher, je crois, les voix des indécis, notamment beaucoup de jeunes, je les ai rencontrés moi-même dans les quartiers populaires, qui sont complètement séduits par son charisme, un petit peu une espèce de Maradona de la politique. Ça joue beaucoup ici. Alors, ça fait réagir Jonathan Boucher-Petersen. J'ai l'impression que ça vient plus illustrer le commentaire de son élection et de sa première victoire et un peu moins les résultats de cette élection-là. Il l'a quand même gagné. Bien sûr, il l'a gagné, mais comme ça a été dit par beaucoup, c'est d'abord quand même aussi une forme de dégagisme qui continue avec la peur d'un retour en arrière qu'incarnerait un retour des péronistes qui n'ont pas beaucoup réfléchi aussi aux raisons de leur défaite, avec la présence des kirchneristes au sein des péronistes qui ne sont pas des facteurs de changement et de reconnexion avec l'électorat de gauche plus traditionnel. Donc c'est un mouvement qu'on observe aussi dans des démocraties européennes ou ailleurs, c'est que c'est d'abord un populisme quand même qui est assumé. Donc c'est vrai que de dire qu'on l'a caricaturé, il y a des gens qui sont plus difficiles à caricaturer que Javier Milei. Il est déjà caricaturé. Il en met déjà pas mal sur la table et ça fait partie aussi de sa force. Donc c'est difficile de dire. On en rajoute. Oui. Et que c'est d'abord l'échec pour trouver la formule pour essayer de contrer après des années. Et c'est d'abord la sanction des années précédentes plutôt qu'un élan. J'ai une question, parce que je suis un peu néophyte sur la scène politique argentine, mais je voyais que le vote est obligatoire en Argentine et que pourtant l'abstention a augmenté de 10 points par rapport au scrutin précédent. Ça, c'est pas le signe d'un élan absolu en faveur du pouvoir en place. C'est le signe d'une démobilisation d'une partie de la société.
Maricel. Oui, je suis bien d'accord avec l'interprétation d'une démobilisation, en tout cas les débuts de ce qu'on pourrait interpréter comme une désaffection en effet citoyenne d'une partie et notamment des classes populaires qui commencent à s'éloigner de la politique. Mais il faut dire une chose, c'est que comparé avec l'élection précédente, c'est peut-être il faudrait éloigner, remonter le regard à beaucoup plus loin dans les temps. Et cette élection, ce qui a montré, c'est un taux de participation relativement bas, notamment en effet si on compare avec les élections du même type, en fait, du même genre parlementaire depuis le retour de la démocratie en 83. Donc c'est par rapport à ces élections-là qu'on peut dire en effet qu'il y a une montée de l'abstention qui est à remarquer et qu'il faudra observer de près parce qu'on a eu des périodes, par exemple avant 2001, avec ce qu'on avait appelé les votes bronca, un vote de protestation en fait, une abstention qui peut s'interpréter aussi comme ça en fait. C'est pas le cas de cette élection, je crois même. Alors, ce que dit Javier Milei dans l'extrait qu'on a choisi, c'est qu'il se projette évidemment, il remporte une élection, il dit c'est un point de bascule. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir éventuellement mettre en place, Gaspard Estrada, s'il veut aller plus loin dans sa politique? Bon, je pense qu'il faut d'ores et déjà dire qu'il a déjà fait beaucoup de choses, puisque même s'il n'avait pas de majorité au Parlement, il a réussi à faire passer de fait des réformes en ce qui concerne le droit du travail, par exemple. Mais moi, je pense que surtout, la question centrale, c'est quel est son rapport de force qu'il entretient avec le Congrès, avec les gouverneurs. On parle très peu des gouverneurs, or il s'agit d'une force extrêmement importante dans le jeu politique argentin qui ont une influence sur les parlementaires. Pour moi, la question centrale, c'est la perspective qu'il va donner à la deuxième partie de son mandat. On a vu que durant la première partie de son mandat, il avait eu ces réformes chocs qui ont eu des conséquences économiques qui ont d'ores et déjà été décrites. La question, c'est quelle va être la soutenabilité de ces réformes d'ici à la fin de son mandat, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même un besoin de dollars de la part de l'Argentine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les États-Unis, non seulement sur le plan multilatéral grâce au FMI, mais là sur le plan bilatéral, les États-Unis sont entrés massivement avec plus de 20 milliards de dollars de swap. Donc de ce point de vue-là, je pense que la question, c'est quel est le cap, quelle est la perspective. Et de ce point de vue-là, certes, il a davantage de marge de manœuvre, mais je ne vois pas, j'ai pas encore beaucoup de clarté par rapport à cette perspective. Oui, alors vous parliez des États-Unis, c'est vrai que je crois qu'on était vers la mi-octobre, donc une dizaine de jours, quinzaine de jours max avant l'élection. Donald Trump est venu au secours de l'économie argentine en validant, j'espère ne pas me tromper, un échange de devises à hauteur de 20 milliards de dollars, ce qui a permis d'enrayer la chute du peso. Il ne l'aurait pas fait d'ailleurs, le président américain, pour un autre que Milei. Écoutez. C'est un peu la même chose pour l'Argentine. Si le président ne gagne pas, je sais que la personne contre laquelle il se présentera sera probablement celle qui est extrêmement à gauche et dont la philosophie est à l'origine du problème avec l'Argentine. Nous ne serions donc pas généreux avec l'Argentine si cela se produisait. S'il perd, nous ne serons pas généreux avec l'Argentine. On pourrait même parler d'une sorte de chantage américain avant l'élection, Nicolas Wenzel. Ça a sans doute joué dans la réaction des électeurs argentins. La peur de perdre le soutien américain. Mais je pense aussi que c'est malheureux que Javier Milei ait cette image de copain du président Trump, parce que effectivement, il a eu besoin des États-Unis. Ça fait partie de la politique anti-inflation pour faire baisser l'inflation. C'est des détails techniques auxquels on pourra revenir un peu plus tard. Mais maintenant, Javier Milei a cette image de populiste de droite, cette image alors qu'il n'est pas du tout identitaire, il n'est pas du tout d'extrême droite. Il fait des réformes économiques que même Trump n'a pas su faire parce que M. Musk s'est essoufflé au bout de quelques mois. Les réformes n'étaient pas sérieuses. Les réformes de Milei, par contre, elles sont sérieuses. Alors, c'est malheureux. Donc, c'est pas un ultralibéral? Alors, qu'est-ce qu'un ultralibéral si la première chose qu'il a faite, c'est augmenter les aides aux pauvres, parce qu'il savait qu'il y aurait 18 mois d'austérité? Je ne sais pas si c'est de l'ultralibéralisme. Il n'a pas fermé la banque centrale de l'Argentine, chose qu'il faudra faire, je pense, dans les 2 ans qui viennent. Est-ce que c'est un ultralibéral? C'est un réformateur, certes. Comment vous le qualifiez, tiens, Maricel Rodríguez Blanco, Javier Milei?
Non, moi au contraire, je vois au contraire clairement un modèle qui est tout à fait compatible avec des réformes en effet orthodoxes ultralibérales pour le coup, qui ont été déjà pratiquées en Argentine par le passé, notamment dans la fameuse décennie des années 90, mais également, et je rappelle ça, souvent on l'oublie, mais entre 2015 et 2019 par M. Mauricio Macri, l'ancien président argentin, qui ensuite s'est allié à Milei. Maintenant, il y a une tension entre les deux, mais enfin, cette droite-là, elle est complètement alliée, pour une bonne partie en tout cas, au gouvernement de Milei. Et puis je dirais aussi qu'il est carrément dans une perspective en tout cas mondiale, en fait, d'une extrême droite mondiale, avec leurs particularités, leurs spécificités, bien entendu. Et beaucoup décrit en fait cette extrême droite, mais en tout cas, dans les cas des Milei, c'est pas seulement l'entourage, hein, c'est lui-même qui a des positions quand même assez radicales par rapport aux minorités, par exemple. Donc, certainement, on peut pas l'identifier avec une droite identitaire si on pense à l'extrême droite identitaire française. Mais encore, il y a quand même là, récemment, il y a à peine un mois, il y a eu des mesures vraiment restrictives, beaucoup plus restrictives que celles qui existaient précédemment en Argentine à l'égard des immigrants, et notamment des personnes qu'on accueille en Argentine en situation d'asile. Là, maintenant, la réforme pénale qui est vraiment là dans l'enceinte en fait, du Parlement, et c'est une réforme qui est très punitive, enfin sa visée est vraiment punitive, et les buts de cette réforme, qui n'avait aucune, dit par les juristes, pas par moi, n'avait aucune raison d'être, puisque c'est une réforme qui alourdit les systèmes considérablement. Bon, elle est Elle est en cours, elle est présentée. Oui. François-Xavier Freland, je reviens vers vous depuis Buenos Aires, puisque vous avez interviewé longuement pour le documentaire visible sur la plateforme publicsénat.fr Javier Milei. On peut d'ailleurs découvrir cette interview en longueur, interview exclusive sur notre site, sur notre plateforme. Qu'est-ce qu'il prévoit pour les prochains mois, Javier Milei, maintenant qu'il a remporté ses élections de mi-mandat ? Il veut aller plus loin dans sa fameuse politique de la tronçonneuse. Alors évidemment, poursuivre bien toutes les privatisations, enfin en tous les cas aller vers plus de privatisation, attirer les investisseurs étrangers, c'est son but, ouvrir le marché vénézuélien. Vous savez que c'est un pays qui regorge de ressources naturelles, les Français le savent bien, d'ailleurs on fait partie de ceux qui sont intéressés par le lithium, notamment. Il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a un petit peu tout à reconstruire. C'est un pays qui est à l'arrêt en tous les cas actuellement. Alors en partie parce que Milei a coupé toutes les économies, toutes les finances pour les travaux, les constructions publiques. Donc les routes sont à l'arrêt, etc. Mais lui, ce qu'il veut, c'est évidemment attirer des investisseurs étrangers pour poursuivre et reconstruire une Argentine qu'il voudrait voir redevenir cette grande force, cette puissance qu'elle a été à la fin du 19e siècle, au début du 20e. J'en parle d'ailleurs dans mon film. Et c'est vrai qu'il est dans cette logique-là. Aujourd'hui, on peut dire que les Argentins lui ont donné un chèque en blanc. C'est vrai qu'on ne peut pas dire non plus, même si sa victoire est large, que tous les Argentins soient totalement convaincus par sa politique, mais ils y croient. En fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'y croire. Et ça, je l'ai beaucoup entendu un peu partout aux quatre coins du pays. Si ça passe pas, c'est fini. L'Argentine est finie. Ils sont comme ça, les Argentins. Ils ont vraiment cette impression que c'est leur dernière chance, que Milei seul peut les sortir du marasme économique et social dans lequel ils sont depuis 10 ou 15 ans. Alors évidemment, il y a eu des périodes avec un petit peu de mieux, mais on va dire que depuis 10-15 ans, ils vivent à nouveau une instabilité monétaire, sociale, etc. Et ils veulent en sortir. Et Milei est un petit peu l'homme de la providence, à savoir, il pourra aller jusqu'au bout de leurs espoirs. Vous nous l'avez dit, il y a cette image qu'il a ô combien symbolisée pendant sa campagne, et d'ailleurs on l'a choisi en illustration de notre débat avec la tronçonneuse lors de la campagne victorieuse en 2023. Avant de savoir s'il peut aller encore plus loin, on va rappeler comment il a utilisé cette tronçonneuse avec Audrey Vuettaz. Bonsoir Audrey. Donc il promettait, Javier Milei, de tailler dans les dépenses publiques sans état d'âme. Quel bilan peut-on faire ? Eh bien, cette tronçonneuse, il l'a utilisée avec une baisse des dépenses publiques. Il a d'abord réduit les ministères de 18 à 9, les directions générales aussi de 106
à 54. Plus largement, le gouvernement estime avoir supprimé au moins 33 000 emplois publics depuis son entrée en fonction. Si on les ajoute à ceux qui ont été détruits dans le privé, 200 000 emplois environ ont été supprimés dans le pays, ce qui fait forcément augmenter le chômage et l'économie informelle. Mais ce n'est pas tout. Je voulais vous montrer une image qui revient toutes les semaines, depuis un petit peu plus d'un an et demi. Ces retraités qui manifestent toutes les semaines, et ça se termine d'ailleurs parfois violemment avec des affrontements avec la police, parce que les pensions ne suivent plus l'inflation. Les retraités ont perdu en moyenne 25% de pouvoir d'achat. Les coupes se poursuivent aussi dans l'éducation, dans la santé. Le gouvernement a aussi largement gelé les chantiers publics, assécher aussi les subventions au transport et à l'énergie. Une thérapie de choc, donc, qui a un certain nombre de conséquences. Alors, si on élargit le spectre, elles sont positives. L'inflation est passée de 211% avant l'arrivée de Milei au pouvoir à 33,6% sur une moyenne sur les 12 derniers mois. Mais dans le détail, la souffrance sociale est sévère, la consommation est anémiée, si bien que Javier Milei a promis de desserrer la bride dans le prochain budget. Écoutez. Ce budget alloue 2,9 millions d'euros aux universités nationales. Il augmente les dépenses en retraite de 5% et celles en santé de 17%. Ces deux postes dépassant le taux d'inflation. Les dépenses en éducation augmentent également de 8% au-dessus de l'inflation. À noter que ce changement de ton intervenait après une défaite électorale lors d'élections provinciale à Buenos Aires. Merci beaucoup Audrey. Alors je reviens sur ce qu'il pourrait mettre en place Gaspard Estrada. Est-ce qu'effectivement là, il va, fort de sa victoire, redonner un coup de tronçonneuse, ou est-ce qu'il va rendre la potion un peu moins amère? Là, on parlait des retraités par exemple. Justement, comme le disait votre collègue, cette déclaration faisait suite à cette défaite dans les élections locales dans la province de Buenos Aires, justement dans un contexte où il y avait davantage besoin des gouverneurs, c'est ce que je disais antérieurement. Là, il a effectivement reçu une bouffée d'oxygène, et donc de ce point de vue-là, il souhaite remettre en place son discours de début de mandat, c'est-à-dire attirer des investissements étrangers, justement pour profiter des ressources naturelles, notamment le lithium, notamment le gaz. Le problème, c'est que, comme l'a dit François-Xavier Freeland, ces investissements aujourd'hui sont à l'arrêt, et il a besoin de ces investissements pour que justement il y ait davantage de croissance. Donc c'est vrai que je reste encore sceptique quant à la question du cap de cette deuxième partie du mandat, puisque s'il n'y a pas davantage de dollars dans l'économie argentine, eh bien, il y aura un problème à moyen et à long terme par rapport à l'activité économique. Donc c'est vrai que j'ai encore beaucoup de questions. Je pense que si on doit faire un constat, si on doit résumer mon analyse, je pense que Javier Milei a repris disons, une bouffée d'oxygène. Il est redevenu au centre du jeu, mais je pense que d'ici à quelques mois, il aura besoin de donner des résultats, sinon on va se retrouver dans le même cas de figure que durant le mois de septembre. Alors je reste sur cette politique de la tronçonneuse, et on va regarder un extrait de votre documentaire, François-Xavier Freeland, Javier Milei, qui explique comment il a réduit le nombre de ministères. Claro, bueno, porque una de las cosas que hicimos fue reducir los ministerios a menos de la mitad. O sea que en un momento el kirchnerismo llegó a tener 22 o 23 ministerios. Hoy nosotros tenemos 8. Y eso implicó también cerrar oficinas que se dedicaban a la persecución ideológica, llámese el INADI o el Ministerio de la Mujer, donde claramente han demostrado que no servían para nada. En realidad solamente se lo utilizaba para armar listas negras y perseguir a opositores, donde además digamos, era la cultura de la cancelación puesta a toda máquina. Alors je retiens quand même deux phrases, François-Xavier Freeland. Ça nous a obligés à fermer les officines dédiées à la persécution idéologique, dit Javier Milei. Et puis il parle aussi de culture de la dénonciation à outrance. C'est quoi? De quoi parle-t-il? C'est ce qu'on appelle la cancel culture aux États-Unis. C'est en fait
Alors ça, c'est un vrai débat, hein, mais il considère que finalement derrière toutes ces associations, derrière, voilà, il y avait de la propagande wokiste, hein, pour utiliser le terme. D'un côté, ça pouvait être pour plus de féminisme, mais un féminisme qui, selon Milei, divise les hommes et les femmes, donc qui ne lui convient pas. Il faut savoir que Milei, lui, il se dit libéral-libertarien, mais il veut que la loi soit la même pour tout le monde. Or, il considère que ces associations, communautarisaient le pays, divisaient le pays, et donc, à travers ces associations, faisaient une propagande de gauche, hein, selon lui, progressiste, et donc contre sa politique, contre lui. Donc il a coupé et il a fermé un certain nombre de ces associations. Il y a des associations, on va dire, néo-féministes, d'autres qui étaient pro-LGBTQR, etc. Et on ne peut pas le nier. Pour être allé à beaucoup de manifestations de ce type, on ne peut pas dire que c'était des amis de Milei. Donc on peut comprendre aussi qu'à un moment, l'État ne veuille pas cautionner, l'État argentin ne veuille pas cautionner des associations qui, quelque part, lui faisaient la guerre. Voilà. Alors ça ouvre un débat, hein, parce que c'est d'ailleurs intéressant, parce que sous couvert Nicolas Wenzel de coupe dans les budgets de l'État, en fait, il fait de la politique, il se débarrasse de ses opposants, là, Javier Milei. Bien sûr. C'est de la politique. Mais je pense qu'il existe un problème plus profond, et parlons du péronisme et non pas du kirchnerisme. Oui. Le péronisme est inspiré de Mussolini à l'origine. C'est un mouvement corporatiste qui a commencé dans les années 40 en Argentine, 1943, avec l'arrivée de Juan Domingo Perón au pouvoir. Et l'idée, c'était que l'État jouait l'arbitre entre les différents groupes corporatistes. Comment faisait-il ça? En prenant des impôts, en redistribuant des richesses pour acheter des votes. Le problème... Donc ça, c'est la culture politique argentine pendant des décennies avec le péronisme. J'essaie de comprendre, je ne suis pas spécialiste. C'est exactement ça, c'est la culture politique, et c'est ce problème qu'a eu Javier Milei. Il y aura forcément des malheureux avec une politique d'austérité, parce que l'État redistribuait les richesses, étouffant l'économie, achetant des amis. Et l'Argentine ne peut plus emprunter parce que c'est déjà le plus grand débiteur du FMI. Oui. Quand Milei est arrivé, la dette publique était à 155% du PIB, plus encore que la France. Et comment faisaient les péronistes pour financer ces redistributions, pour acheter des voix? En faisant tourner la planche à billets, d'où l'inflation. D'où l'inflation. Bon, d'accord. Donc vous nous expliquez le contexte, mais quand même, je repose la question. Vous n'êtes pas tous d'accord, évidemment. Non, mais c'est une vraie question démocratique, ce dont on parle. Alors les achats de voix à l'époque, et puis là, effectivement, l'utilisation de l'arme étatique pour fermer des associations qu'on considère être des oppositions. C'est Trump, mais c'est une vraie question démocratique. C'est le Rassemblement national à l'échelle municipale en France. Marie-Celle Rodriguez-Blanco. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que le péronisme, contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est un parti politique majoritaire en Argentine, en tout cas un parti historique qui s'est recomposé au fil des années, absolument pas fasciste. C'est un parti qui est démocratique. C'est pas qui je dois croire, mais est-ce qu'ils ont oui ou non acheté des élections et on peut être d'accord ou pas avec les modèles corporatistes que le parti défendait. C'est un parti qui a permis, par exemple, aux classes populaires de trouver une place dans les pays. Il y a un rôle politique important. Oui, mais enfin, c'est un parti qui a donné des droits. Si j'ai bien compris, aujourd'hui rejeté par une majorité d'Argentins. Alors, c'est pas les partis en entier qui a rejeté, c'est un peu plus compliqué que ça. Certainement, le dernier gouvernement d'Alberto Fernandez, qui est un gouvernement kirchneriste, d'ailleurs, sa relation avec le péronisme est assez ambiguë, mais bon, ces gouvernements-là, il n'a pas su gérer un certain nombre de crises pendant ces gouvernements-là, et en effet, a produit un mal-être dans une bonne partie de la population, et au-delà même du péronisme. Donc, notamment dans la classe populaire, quoi. Exactement, dans la classe populaire. Ça fait en sorte que les classes populaires s'éloignent de plus en plus du péronisme, qui était leur identité traditionnelle. Alors, c'est très proche de la France, pour le coup. Oui, alors justement, c'est pour ça que je vais reprendre la main, parce que qu'on rentre pas trop, même si c'est très intéressant dans le détail de la politique argentine, parce qu'effectivement, là où ce débat nous intéresse, Jonathan, c'est qu'il y a un certain nombre de fans français de Javier Milei. Oui, donc, alors pour dire les choses forcément un peu trop grossièrement, c'est le principe, mais on peut remarquer que c'est assez souvent les mêmes qui saluaient Elon Musk et Donald Trump quand Elon Musk est arrivé lui-même avec la tronçonneuse, d'ailleurs, qu'il a brandi de la même façon pour incarner sa volonté de couper à la hache dans la dépense publique. Donc voilà, si on prend la scène française, par exemple, allons-y très simplement. Oui. À LR, il y en a un, c'est très clair. Donc dans la droite française, le maire de Cannes, David Linard, qui a des accents libertariens assez assumés, se verrait bien concourir à la prochaine présidentielle, ou une Valérie Pécresse. Quand on voit les 33 000 emplois publics supprimés par Trump, c'était très loin de ce que Valérie Pécresse proposait lors de la dernière élection présidentielle, ça ne lui a pas porté chance. On a vu que dans la nouvelle génération, Louis Sarkozy a lui aussi fait le voyage jusqu'à Buenos Aires, j'allais dire pour interviewer. C'est
pas vraiment une interview, c'est plutôt un gros exercice de flagornerie à l'égard de quelqu'un qu'il admire. C'est pour son nouveau podcast auquel je ne ferai pas plus de publicité. Ce qui plaît largement à la droite, en fait, c'est sa façon de s'attaquer à tous ceux qu'il appelle les gauchistes. En gros, les gauchistes, les syndicalistes, les socialistes. Bon, il y en a beaucoup, hein, visiblement. Si on écoute Javier Milei, ce pays est gangréné par les socialistes. Et tout ce qui n'est pas, en gros, de son obédience politique est caricaturé en socialiste. Alors, si on regarde en France, du côté du Rassemblement national, sans surprise, il y a ce credo qui plaît. Oui, et c'est presque alors, la groupie la plus entreprenante, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti, donc 5e roue du carrosse RN avec son parti l'UDR, qui veut jumeler l'UDR, son petit UDR, avec, en tout cas se rapprocher du parti de Javier Milei, faisant fi d'ailleurs de tout ce qu'on voit le plus en France, c'est-à-dire les outrances et les insultes qui peuvent être celles d'un Javier Milei. Ça pour Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui partage cette espèce de ligne orthodoxe, alors peut-être pas identitaire, mais anti-minorité, le discours anti-woke un peu grossier. Voilà, Bardella, il est clairement sur cette ligne, qui n'est pas celle de Marine Le Pen, qui a une fibre sociale plus importante. Je pense qu'elle est plus émue par l'augmentation du taux de pauvreté que pourrait l'être Jordan Bardella. Donc ça pousse le Rassemblement national à ne pas reprendre le style et les outrances et les excès, mais en revanche à s'inscrire dans cette idée que voilà, tout le discours anti-système, le discours anti-système, le discours anti-politicien, ça, un Robert Ménard, une Sarah Knafo, pour citer d'autres personnalités d'extrême droite, adore. Et Robert Ménard, il n'y a pas un plateau aujourd'hui où il n'est pas extatique face en fait la capacité de Milei à promettre des réformes qui partout ailleurs le rendraient hyper impopulaire et qui lui permettent quand même de gagner les élections. Et puis alors, plus surprenant, même dans le parti Renaissance, on trouve des admirateurs, en tout cas un du président argentin. Ouais, comme je suis très honnête, il n'y en a qu'un, hein, en tout cas qui est identifié, mais il est assez bruyant et assez grossier. Il ne se cache pas du tout pour afficher son soutien. C'est Guillaume Kasbarian, donc l'ex-ministre du Logement, que peut-être les gens ont repéré avec son look un peu particulier. Aujourd'hui, il est redevenu député, simple député. Et il a salué la victoire du parti de Milei aux dernières législatives, La Libertad Avanza. Mon accent est à peu près aussi bon que le vôtre. La liberté avance, et il l'a fait sur X, ex-Twitter, le réseau social d'Elon Musk, dont il est aussi un fan revendiqué. Bon, Kasbarian, juste pour le situer d'un tout petit mot, voilà, c'est le genre de ministre du Logement qui, quand on lui annonce qu'il y a un record d'expulsion locative et que tous les acteurs du secteur lui expliquent que c'est la source d'énormément de drames sociaux, il s'en félicite et il s'applaudit en disant « je suis très fier de ce record ». Donc voilà, chez Javier Milei ou chez ses supporters, il y a quand même une considération à l'égard de la pauvreté qui n'est pas absolument la boussole première. Ben, ça rejoint ce que vous venez de nous dire, la question de Philémon d'Hérouville-Saint-Clair. Est-ce que ce serait possible d'avoir en France un homme politique comme Javier Milei au pouvoir? Je veux bien vous entendre peut-être avec vous, Maricel Rodríguez-Blanco, sur est-ce qu'il fait des émules dans d'autres pays, Javier Milei? Il est quand même au pouvoir depuis 2 ans. Est-ce que voilà, d'autres candidats, d'autres peut-être en Amérique latine notamment, s'en inspirent ou pas? Il fait partie, comme je disais, de tout un réseau qui est international, qui a lui-même idéalise, par exemple, la personne de Bukele et les mesures que Bukele a entreprises, notamment de répression du narcotrafic, entre autres, et vice-versa. Il est en réseau avec toutes les extrêmes droites latino-américaines, et y compris les extrêmes droites européennes, c'est-à-dire, par exemple, le Vox en Espagne, où il a voyagé plusieurs fois, il s'est réuni, il a parlé devant un public très ému, mais aussi son affinité, en fait, avec sa perspective idéologique d'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour comprendre aussi quel est le poids des Milei en Argentine. Parce que je pense que le fait d'être célébré, en fait, à l'international, y compris en Amérique latine, et en même temps de réprimer, en fait, les critiques qui peuvent naître en Argentine, ça permet d'expliquer aussi pourquoi ces gouvernements-là, il a été en partie réélu. Disons qu'il y a voilà. Je vais m'adresser aux économistes que vous êtes. Je commence avec vous, Gaspard Estrada. Est-ce que la potion... Politologue, pardon. J'ai mélangé les deux. Est-ce que la potion Milei pourrait s'appliquer en France, d'après vous? J'ai un peu de mal à l'imaginer, compte tenu des logiques qui gouvernent ce pays et la force des corps, des grands corps de l'État, le fait qu'il y a des syndicats qui, certes, ont perdu de la représentativité, mais qui restent présents et actifs. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que j'ai eu du mal à imaginer ce genre de dynamique politique se mettre à l'œuvre. Votre avis, Nicolas Wenzel? Je suis d'accord. Nous avons les mêmes problèmes parce qu'effectivement, certains dans la classe politique française ont exprimé une admiration pour Milei, mais je n'ai pas vu
au fil de ces 9 à 12 derniers mois, vraiment une volonté profonde de couper les budgets en France. On en parle un peu, mais ça ne se fait pas. Ça pose la question du périmètre de l'État, en fait. Ça pose bien entendu un vrai débat. Et une grande légitime. Une grande différence aussi, c'est que le peuple argentin a donné 18 mois, enfin, Milei avait promis 18 mois de souffrance et d'austérité. Le peuple argentin, non seulement lui a donné 18 mois, mais a voté pour son parti. La France s'est insurgée avant les coupes budgétaires, au mois de septembre, il y a 2 mois donc. Donc je ne sais pas si les Français sont prêts, parce que les choses ne vont pas encore assez mal en France. D'accord, pour accepter des coupes budgétaires pour accepter les coupes budgétaires qui seront nécessaires pour relancer la France, comme elles le sont pour relancer l'Argentine. Là, on est moins dans l'analyse que dans le point de vue, mais c'est votre liberté. Nécessaire, c'est toujours quelque chose de contestable. Même vous évoquez... On peut considérer que la France est suradministrée, c'est un débat. Oui, considérer qu'après une potion à la Milei soit nécessaire au pays, ça se débat aussi. Oui, effectivement. Moi, je le débat en tout cas. Qui en souffre le plus de la politique de Milei en Argentine aujourd'hui? Les plus pauvres, les classes moyennes? Il y a des gagnants, des perdants en quelque sorte? Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment très clair. Vous affichez les images de retraités, mobilisation des retraités, certainement sont des groupes les plus perdants, en fait, en termes de pouvoir d'achat. Leur pouvoir d'achat a diminué, mais en plus perdants parce que vraiment leur liberté d'expression, elle est censurée. Ils ont été réprimés fortement par la police, ce qui est vraiment inédit pour des groupes de retraités. D'ailleurs, les mobilisations étaient inédites. Les mobilisations des retraités, on n'en a jamais vu dans ces pays, alors que c'est un pays qui a une culture de mobilisation vraiment très importante, et beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements sociaux. Les femmes, les féministes, ont été durement attaquées aussi, attaquées de toutes... de plusieurs manières, attaquées dans les discours aussi, attaquées violemment, insultées, dégradées, méprisées. Donc ça, c'est de façon récurrente. Enfin, bon, il a promis maintenant d'arrêter d'insulter, mais je ne crois pas trop. Mais voilà. Certainement, vous disiez les classes moyennes, alors les personnes qui vivent de leur salaire, en fait, parce que vous parliez de la baisse de l'inflation, mais en réalité, comme montre beaucoup, par exemple, des enseignants en Argentine ou des personnes qui vivent de leur salaire n'a pas augmenté autant que l'inflation. Et ça, c'est une réalité. On voit actuellement, par exemple, des protestations qui commencent à pousser dans les provinces argentines en raison de cela. Et puis surtout, les classes populaires, dont une bonne partie sont dans l'informalité. Enfin, il faut dire que l'économie informelle en Argentine reste très, très importante. Donc le marché noir, en fait. Et c'est l'emploi non enregistré, en fait. Et cet emploi non enregistré, la plupart des personnes qui sont dans cet emploi non enregistré sont des femmes, comme dans l'emploi précaire, par ailleurs. Et c'est une réalité qui va s'approfondir avec les nouvelles politiques que Milei et son gouvernement annoncent, notamment en matière de réforme du travail. Oui, alors on a beaucoup parlé d'inflation en disant que c'était à mettre au crédit de Javier Milei qui a effectivement ramené, alors nous on va trouver ça vertigineux, l'inflation à 33% sur les 12 derniers mois, mais alors elle est quand même encore ressentie par les Argentins. Écoutez ce vendeur sur un marché aux puces, alors c'était avant l'élection, on est 2 jours avant les élections, il témoigne des ravages de l'inflation. Avant, avec 10 000 pesos argentins, on pouvait peut-être manger un bon morceau de viande et se faire plaisir. Récemment, on a fêté l'anniversaire d'un de mes enfants. Nous avons dépensé 140 000 pesos pour un barbecue. Avant, nous dépensions 50 000 pesos et faisions un barbecue avec toute la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. François-Xavier Frelland, est-ce que quand même dans le succès électoral de Javier Milei, ce combat contre l'inflation a beaucoup joué d'après vous? En tous les cas, moi, les Argentins que j'ai vus, et je suis allé pas mal dans les quartiers populaires, c'est pas tout à fait ce que j'entendais. J'avais plutôt l'impression que Milei avait apporté une stabilité grâce à cette lutte contre l'inflation. On a donné les chiffres tout à l'heure, on était à 300 annuels, on était à 3% seulement d'inflation au mois d'août. Pour les Argentins, ça voulait dire qu'en gros, quand ils allaient faire leurs courses chaque jour, ils savaient à peu près ce qu'ils allaient acheter en fonction de leur salaire, ce qui n'était pas le cas il y a encore un peu plus d'1 an. Donc c'est énorme en fait, c'est très important parce que ça permet aux gens de pouvoir planifier un petit peu leur vie et ne plus être dépendants comme ça au jour le jour de ce qui va se passer. Donc il faut un petit peu relativiser. Après, c'est vrai que quelque part, on a parlé tout à l'heure de caricature, mais je voudrais quand même relativiser. Vous avez parlé de manifestations, hein, de vous inviter à parler de manifestations tous les jours, etc. Bon, c'est pas tout à fait vrai, on va arrêter. C'est une fois tous les 4 mois, allez, une fois tous les 3 semaines, et excusez-moi, mais c'est pas les plus virulentes ou les plus violentes
que ce pays a connu. C'est pas une dictature encore, l'Argentine. C'est pas le Venezuela. Si on doit choisir les populistes, ou j'aurais même envie d'utiliser le mot fasciste, il faut peut-être aller voir du côté de M. Nicolas Maduro, qui a fait fuir 8 millions d'habitants dans son pays et qui aujourd'hui encore empêche le prix Nobel de la paix de s'exprimer et qui est obligé d'être dans la clandestinité. Donc on va dire l'Argentine aujourd'hui sous Milei, c'est encore un pays de droit, c'est encore un pays où on peut manifester. Il y a des violences, il y a des provocations, mais on n'est pas encore complètement dans cette dictature, ce fameux chiffon rouge que l'opposition d'ailleurs ramène toujours pour rappeler les années noires. Vous savez, la dictature en Argentine. Ça ouvre une dernière question sur l'état de santé de la démocratie argentine. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaspard Estrada? Non, bon, je pense que oui, certes, c'est une démocratie, il y a des élections, mais on ne peut pas dire que que tout soit flamboyant. Et je pense qu'il y a quand même des indicateurs très factuels. Aujourd'hui, s'ouvre la COP. C'est un sujet des enjeux globaux. L'Argentine n'a pas envoyé de délégation. Comme les États-Unis. Comme les États-Unis. Je pense aux droits des femmes. Je pense à la question de l'agenda des Nations Unies en ce qui concerne le développement et les objectifs du développement. Agenda 2030, l'Argentine est sortie et revendique de ne pas faire partie de cet agenda des Nations Unies. Donc bon, je pense qu'il y a quand même des indicateurs objectifs où on peut quand même poser la question des orientations politiques du gouvernement. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de polarisation politique dans ce pays. Ce n'est pas du tout un fait nouveau. Néanmoins, on peut en revanche critiquer les méthodes du président argentin qui utilise sa position institutionnelle en tant que président pour attaquer ses adversaires. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est en dehors de ce que moi, je considérerais un bon état d'une démocratie. Un mot, même question sur l'état de la démocratie argentine. Votre avis, Nicolas? Je pense, alors déjà, disons, les coups d'État militaires, c'est fini. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle, le fait qu'il y ait eu des élections récemment. Mais le fait que Javier Milei aurait pu perdre ces élections, comme il a perdu l'élection provinciale dans la province de Buenos Aires il y a quelques semaines, ce n'est pas la démocratie qui m'inquiète en Argentine, c'est l'état de droit, c'est le respect des lois plutôt que la redistribution, j'allais citer en espagnol, a mis amigos todo, pour mes amis tout, a mis enemigos la ley, pour mes ennemis la loi. Parce que la loi a toujours été en Argentine, c'est pas nouveau sous Milei, ça a été un outil dont on se servait. C'est pas non plus le cas de l'Argentine. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la planche à billets. Merci beaucoup et le risque que ça relance l'inflation. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. François-Xavier Froland, je vais rappeler que votre documentaire est évidemment à revoir sur notre plateforme. Il y a aussi cette interview exclusive de Javier Milei. Et puis je cite votre livre, votre roman Les Amants tristes aux éditions Intervalle. Voilà, merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à lundi, vous pouvez nous retrouver en podcast également. Et puis, si vous êtes comme nous, attaché à la liberté de la presse, voici l'album. C'est un album exceptionnel de Reporters sans frontières. Je crois que je l'ai ici. On va le voir. Ah ben voilà, on le voit derrière vous. Pour les 40 ans de l'association. Alors ça tombe bien. Pourquoi c'est le studio japonais mythique Ghibli? C'est que 85, c'était aussi l'année de la création de ces studios. Cet album, il va vite devenir un collector. Donc allez très très vite dans vos kiosques à journaux pour soutenir Reporters sans frontières. Merci à tous encore une fois. Notez que demain, c'est notre confrère François-Xavier Ménage qui sera l'invité de la matinale. Reporter sur TF1, il publie Les Oubliés, enquête aux racines de la colère française. Ça promet d'être passionnant face à Oriane Mancini à 8h. Belle soirée.